Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. Et c'est en direct sur MRG Hits et MRG TV jusqu'à 21h. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous politique en direct sur MRG Hits et MRG TV. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission puisque ça fait 2 mois que je ne vous ai pas vu. Ensemble, on va tenter pendant 1 heure de décrypter la politique de manière simple et accessible à tous. Avec moi, Axel Rebaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardena. Au programme ce soir, le journaliste politique au point, Franz-Olivier Gisbert, et notre observateur de l'actu. Nous lui demanderons en fin d'émission ce qu'il a retenu dans l'actualité politique de ce mois de mars et quelle personnalité est au top et qui mérite un flop. Et comme chaque mois, nous vous offrons 2 sessions de Face à la bande dans un climat social extrêmement mouvementé. Notre première invitée à 20h07 est la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Prisca Thévenot. Nous lui demanderons comment faire pour réconcilier les Français avec le gouvernement après la fracture de la réforme des retraites. Et à 20h27, c'est le député La France Insoumise de la 8e circonscription du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo, que nous recevons. Avec lui, nous reviendrons sur l'essoufflement des manifestations autour de la réforme des retraites qui semble se faire ressentir. L'échec du blocage du pays, un échec pour LFI. La réponse dans un instant. Réagissez sur les réseaux sociaux aux propos de nos invités. Posez-leur des questions puisque vous êtes le 6e membre de la bande. Je relayerai certaines de vos questions. Et si vous nous écoutez en radio, nous sommes aussi en télé et ça se passe sur tv-mrg.com. C'est parti pour 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction et on est en direct évidemment. Et avant de commencer, qu'est-ce qui nous attend ce mois d'avril qui a déjà bien commencé? La réponse avec Quentin Leport. L'agenda politique. Bonsoir Quentin Leport. Bonsoir Benjamin. On commence avec une réunion publique sur la fin de vie demain à Martres-Tolosane en Haute-Garonne. Elle vise à réfléchir à la forme que devra prendre la loi après la Convention citoyenne. Seront présents Jonathan Denis, président de l'association Au droit de mourir dans la dignité, et Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Cette rencontre fait suite à la Convention citoyenne qui s'est tenue dimanche dernier avec l'aide de 184 citoyens tirés au sort qui ont rendu leur rapport sur la fin de vie. Ils ont travaillé durant 3 mois sur la question de l'euthanasie et du suicide assisté. Une loi doit voir le jour avant l'été, a annoncé Emmanuel Macron lundi dernier devant les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit dans le pays près de 3 mois après la première journée, le 19 janvier. Après celle organisée par l'intersyndicale, une nouvelle manifestation doit avoir lieu demain à Paris à 15h au départ de la Tour Eiffel à l'initiative des Gilets jaunes. Sur le site internet Manifestation Gilets jaunes Paris, un appel aux étudiants, aux syndiqués et à toute la population est lancé. En plus de l'opposition à la réforme, les organisateurs souhaitent la mise en place du référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution et d'un référendum pour la réforme des retraites. L'arrêt des violences en manifestation et la baisse des prix et des taxes sur les produits de première nécessité est aussi demandé. Un carnaval des luttes au départ de la porte de Paris est prévu dimanche. Et du 7 au 10 avril, c'est le 39e congrès national du Parti communiste à Marseille. L'objectif, aborder entre autres la question de l'avenir du communisme à l'échelle locale. L'enjeu pour les adhérents va être de s'exprimer sur leur stratégie politique et par conséquent sur celle du secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, candidat à sa succession. Dans un entretien à nos confrères de l'Express le 3 avril, l'ancien candidat à l'élection présidentielle a déclaré vouloir rassembler la gauche au-delà de la NUPES qu'il estime dépassée. Jean-Luc Mélenchon se dit lui favorable à un acte 2 de la NUPES. Mercredi, un dîner des invisibles du gouvernement va se tenir à l'initiative du ministre de la Santé, François Braun. Considéré comme un ministre trop lisse par certains de ses collègues dans la presse, François Braun a décidé de répliquer avec autodérision. Comment? En conviant 2 autres membres du gouvernement, Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, à le rejoindre dans son club des Invisibles. Mardi se tient un vote au sein du groupe La France Insoumise. Il doit déterminer si Adrien Quatennens peut ou non réintégrer les bancs du groupe à l'Assemblée nationale. Condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse le 13 décembre 2022, l'ancien numéro 2 de LFI avait d'abord été suspendu, puis radié pour 4 mois du groupe. Cette sanction arrive à son terme le 13 avril prochain. L'intersyndicale appelle à une journée de grève et de manifestation jeudi prochain. Cette 12e journée de mobilisation est prévue à la veille de la décision très attendue du Conseil constitutionnel. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, espère que les sages censureront l'ensemble de la loi. Et le Conseil constitutionnel se prononce sur la réforme des retraites vendredi. 4 recours ont été déposés auprès de l'institution par la NUPES, le RN et Elisabeth Borne. Les 9 membres qui le composent doivent rendre 2 décisions. L'une sur la constitutionnalité du projet de loi adopté au Parlement après un recours au 49.3 et l'autre sur la recevabilité de la
demande de référendum d'initiative partagée lancée par la gauche. Merci Quentin Leport, je vous donne rendez-vous dans un mois. L'agenda politique. 20h07 sur MRG. Avant la fin de l'émission, le journaliste politique au point, Franz-Olivier Gisbert, est notre invité. Il est notre observateur de l'actu. Vous connaîtrez ce qu'il retient de l'actualité politique de ce mois de mars mouvementé. Avant ça, accueillons notre premier invité politique. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Aujourd'hui, Prisca Thévenot, vous êtes face à la bande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député, porte-parole du groupe Renaissance et député, je l'ai dit, de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Vous êtes né à Strasbourg, de parents mauriciens. L'île Maurice, d'ailleurs, où vous vous êtes marié et que vous avez fait découvrir à vos deux jeunes garçons, Paul et Basile. Vous êtes créatrice d'applications mobiles. 2016 arrive, vous adhérez à En Marche. L'année suivante, vous présentez aux législatives en Seine-Saint-Denis face à l'ancienne ministre Marie-Georges Buffet. Élue sur place depuis 1997, vous la battez. En parallèle, vous êtes collaboratrice parlementaire du député LREM Stéphane Testé. 5 ans plus tard, en 2022, vous vous représentez, mais cette fois, vous passez de la Seine-Saint-Denis au très chic quartier de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Vous y êtes élu haut la main. Et pour cette première partie de Face à la bande, Prisca Thévenot, c'est Axel Rebaud qui ouvre cette première partie. Prisca Thévenot, tout comme vous, Emmanuel Macron refuse de parler de crise démocratique. Vous appelez ça comment, une crise où 70% des Français n'a pas son mot à dire sur une réforme ? Eh bien, vous appelez ça comment, un pays où on peut effectivement pointer du doigt nos institutions, pointer du doigt le président de la République et le pouvoir en place, décrier certains règlements intérieurs comme celui de l'Assemblée nationale, sans vraiment avoir à craindre grand-chose de plus qu'un rappel à l'ordre. Eh ben, ça s'appelle une démocratie. Mais Prisca Thévenot, personne ne dit que nous sommes en dictature, mais il y a quand même un certain spectre entre la démocratie parfaite et l'abominable dictature. Vous êtes d'accord que là, il y a quand même un problème. En tout cas, c'est dans le ressenti des Français. Vous dites les Français, ils ont tort de penser ça. Alors déjà les Français ne parlent pas d'une seule et unique voix. Je pense que c'est un peu réducteur de dire ça. Et heureusement, chacun a son avis, chacun a sa voix, chacun a sa capacité de s'exprimer et c'est très bien comme ça. Mais je pense que justement, notre langue française est suffisamment riche, suffisamment belle et développée pour pouvoir appeler les choses par leur nom et décrire précisément de quoi il s'agit. Donc non, il n'y a pas de crise démocratique. Par contre, oui, nous avons un groupe politique et je crois qu'un de mes collègues ensuite de la NUP va me suivre sur votre antenne. Tout à fait. Ce groupe remet en question effectivement nos institutions. Mais alors pour vous, Prisca Thévenot, on est très clair, il n'y a aucun fossé qui est en train de se creuser actuellement entre les Français ou une partie des Français et leur gouvernement. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Justement, je vous demande s'il y a un dysfonctionnement, s'il y a un problème de communication. Vous me dites non, on n'est pas en dictature. C'est un peu couper court au débat en disant ça. Attendez, pardon. Je vais juste essayer de finir 2 phrases. Allez-y. Non, il n'y a pas de crise démocratique puisque nous pouvons continuer à nous présenter aux élections, nous pouvons continuer à nous exprimer, nous pouvons continuer à critiquer le pouvoir en place sans craindre pour nos vies. Et ça, c'est un fait. Donc non, nous n'avons pas un problème de démocratie en France. En revanche, est-ce qu'il y a une crise politique en France ? Est-ce qu'il y a une crise sociale en France ? Oui. Donc la crise, elle reste uniquement sociale et politique. Il y a une femme qui sera jugée en juin pour injure au président de la République, Prisca Thévenot. Elle a qualifié Emmanuel Macron d'ordure sur sa page Facebook. Elle avait été mise en garde à vue et elle est en cours aujourd'hui 12 000 € d'amende. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer beaucoup de Français, une mesure aussi radicale, surtout quand on veut amener justement cette impression que non, on n'a pas de crise actuellement ? Je suis désolée de ne pas comprendre votre question. Je vous demande, est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer beaucoup de Français ? Non, mais c'est une rhétorique, excusez-moi. Je suis parlementaire. Donc en tant que député, bien évidemment, je contrôle l'action du gouvernement, mais je légifère aussi, je fais la loi. Et cette loi qu'on fait, il faut qu'on soit aussi en capacité d'expliquer, et nous-mêmes, d'expliquer que nous respectons cette loi. Et donc oui, l'injure publique, s'en prendre à nos institutions. Emmanuel Macron est certes un homme politique, mais c'est aussi le représentant d'une institution qui s'appelle la République française.
Et donc oui, il y a des règles à respecter. Sinon, on peut tirer le trait très loin et puis se dire que, après tout, en fonction de ça ou de cela ou de ceci, on ne respecterait pas la loi parce qu'on justerait, on On comprend votre point de vue, Prisca Thévenot, sur cette question. Alors, malgré la mobilisation qui est en baisse, l'intersyndicale annonce une 12e manifestation jeudi prochain. Attendre et espérer que le mouvement finisse par s'essouffler, c'est ça votre stratégie aujourd'hui, Prisca Thévenot? C'est une question ou une affirmation? C'est une question, justement. C'est l'impression de l'intersyndicale. Je vous demande si c'est la vôtre. Non, pas du tout. C'est pas du tout l'objet. Et je pense que comme vous comme moi, vous avez entendu l'interview de Monsieur Berger qui a eu lieu cette semaine sur une chaîne d'information continue. Il s'agit absolument pas de nier les manifestations qui ont lieu de l'intersyndicale, des revendications qui sont exprimées par une grande partie des Français. Et d'ailleurs, Monsieur Berger lui-même l'a dit, les échanges qui ont lieu, les échanges qui continuent d'avoir lieu sont des échanges respectueux sur lesquels, oui, il y a un point de désaccord qui est l'âge de départ à la retraite, mais sur lesquels il y a énormément aussi de chantiers de travail à mener. Alors, les discussions, elles restent courtoises, elles restent respectueuses, vous avez raison de le rappeler, mais pour le coup, on peut pas dire qu'elles sont très constructives. Justement, l'intersyndicale, la CGT et la CFDT notamment, voilà, restent campées sur leur position, tout comme le gouvernement. Donc, c'est quoi aujourd'hui la solution? C'est juste, on laisse faire le mouvement, mais on va rien changer, on continue de faire la sourde oreille, c'est ça? Alors, on ne peut pas dire qu'on continue à faire la sourde oreille quand effectivement, et je le dis en tant que parlementaire, il y a eu des prises en compte de ces concertations, de ces consultations dans le cadre de la réforme des retraites tel que le texte est aujourd'hui. Déjà, pendant la présidentielle, on parlait de 65 ans, on est à 64 ans. Il n'y avait pas d'index senior, ni de sujet sur la pénibilité, ni sur le sujet des carrières longues. Tous ces sujets ont été apportés au texte original. Et pourtant, Prisca Thévenot, ils sont encore 70% de Français à rejeter cette réforme et à supporter les manifestants dans la rue. Vous pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Non mais déjà, je vous ai déjà dit que je ne faisais pas comme si ça n'existait pas. Donc je me permets de réinsister sur le fait que j'aimerais juste bien qu'on ne réinterprète pas les propos que je dis, parce qu'en plus je suis pas connue pour avoir la langue de bois. Première chose. Deuxième chose, moi je pense que vous soulevez une très bonne question là. Effectivement, quand vous dites qu'il y a une grande majorité des Français, 70, 75, le chiffre que vous voulez, de Français qui sont contre cette réforme, mais ils sont contre quoi en fait? Ils sont contre dire. Alors, ils sont contre les 64 ans. Je finis juste. Ils sont contre dire qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites? Peut-être que certains le disent. En tout cas, au sein de l'hémicycle, les 577 députés, l'ensemble des groupes politiques ont fini par reconnaître qu'il y avait un problème de financement de notre système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui. Même la NUP l'a fini par le reconnaître. Et ceux qui me disent que non, eh bien, je vous invite à aller sur le site de l'Assemblée nationale puisque tout est conservé. Tous nos échanges sont conservés sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous remercie, Prisca Thévenot. J'aurais une dernière question sur justement les manifestations. Un Français sur deux, 53% en l'occurrence, dit avoir peur de se rendre en manifestation par crainte d'y être victime de violences. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que la police, elle fait peur à certains Français, Prisca Thévenot? Très très rapidement, s'il vous plaît. Je sais très rapidement, ok. Non, je rappelle que les forces de l'ordre sont là pour protéger les manifestants. Il y a effectivement eu certaines dérives qui sont extrêmement graves, qu'on a pu voir notamment sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information. Des enquêtes ont tout de suite été diligentées et sont en cours. Merci beaucoup Prisca Thévenot. Je rappelle que vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Restez bien avec nous. On se retrouve dans un instant pour que vous affrontiez la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant sur MRG Hits et MRG TV, nous recevrons notre deuxième invité politique. Il s'agit de Carlos Martins Bilongo, député La France Insoumise du Val d'Oise. Posez vos questions à Carlos Martins Bilongo sur les réseaux sociaux avec le hashtag MRG Média. Avant ça, Face à la bande continue. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Deuxième partie de Face à la bande avec vous, Prisca Thévenot. Je rappelle que vous êtes porte-parole du groupe Renaissance et député des Hauts-de-Seine. Il est temps pour vous d'affronter notre équipe de journalistes Quentin Leport, Adrien Hardy et Axel Rebaud. Et la première question vous est posée par Raphaël Bardena. Prisca Thévenot, Emmanuel Macron est actuellement en Chine, notamment pour s'assurer que le pays n'apporte pas une aide militaire à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Justement, quel argument a la France pour convaincre la Chine aujourd'hui ? Écoutez, ça ne vous aura pas échappé que je ne fais pas partie de la délégation parlementaire qui est en ce moment en Chine. Le président de la République est effectivement là-bas dans le cadre d'une visite extrêmement importante pour effectivement cette invasion du président de Vladimir Poutine en Ukraine.
Et cette menace pèse bien évidemment sur le peuple ukrainien avant tout et leur souveraineté, mais également sur toute l'Europe. Donc il est important, je pense, que nous puissions tous avancer dans cette démarche d'une paix pour l'Europe, mais aussi d'une paix retrouvée de façon plus globale et dans le respect de nos échanges. La prochaine question est une question d'Adrien Hardy et qui concerne la rencontre des citoyens avec le gouvernement. Emmanuel Macron a organisé beaucoup de rencontres avec les citoyens depuis qu'il est président. Écologie, justice et d'autres sujets notamment. Des discussions dont il n'a retiré que très peu de solutions. Et elles servent à rien, ces discussions. Je suis désolée, j'ai pas du tout entendu, ça a coupé. Je disais qu'Emmanuel Macron il avait organisé beaucoup de rencontres avec les citoyens depuis qu'il est président, notamment au sujet de l'écologie et de la justice. Est-ce que ces discussions, elles servent vraiment à quelque chose? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui en sont ressorties. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat où un certain nombre de dispositifs ont été implémentés soit dans la loi, soit par décret. Mais très peu. La loi climat et résilience, par exemple. Je vais juste finir une phrase, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Allez-y, allez-y. Dites-moi, vraiment. Oui, allez-y. Allez-y. Donc il y a eu effectivement la loi climat et résilience et puis vendredi dernier, je pense que ça vous a pas échappé, il y a eu aussi de grandes annonces sur l'eau, qui est une ressource extrêmement importante, une ressource collective sur laquelle nous devons nous engager tous ensemble. Il y a eu des lois sur l'accélération du développement nucléaire et des énergies renouvelables. Ça fait partie des sujets sur lesquels nous devons avancer, notamment pour le climat. Prisca Thévenot, prochaine question de Quentin Leport qui concerne les relations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Prisca Thévenot, ma question est la suivante. Pardonnez-moi. Alors, allez-y Quentin Leport. Bien sûr. Allez-y, juste le temps de retrouver la question, sinon on va pouvoir passer à la question suivante qui est une question d'Axel Rebaud concernant l'extrême droite. Prisca Thévenot, si l'élection présidentielle avait lieu demain, les sondages mettent Marine Le Pen avant Emmanuel Macron. Est-ce que le gouvernement et la Macronie a une part de responsabilité dans cette montée de l'extrême droite ? Écoutez, nous avons tous, oui, une part de responsabilité dans la montée de l'extrême droite. Vous avez tout à fait raison et nous devons prendre notre part tous ensemble. Et quand je dis tous, c'est qu'effectivement, on a été ces dernières semaines, ces derniers mois, beaucoup trop occupés à commenter ou à être interrogés sur le bruit que faisait l'extrême gauche. Et donc, nous avons oublié de commenter le silence de l'extrême droite. Et donc, nous devons nous y mettre, tous ensemble, oui. La prochaine question, cette fois, on retrouve vraiment Quentin Leport. Prisca Thévenot, à la différence des quinquennats Hollande, Sarkozy et Chirac, le chef de l'État ne dispose pas d'une figure influente pour fluidifier les relations avec les partenaires sociaux. Pour quelle raison ? C'est-à-dire, il ne dispose pas... À ses côtés, une personnalité qui pourrait faire le lien entre les partenaires sociaux et l'exécutif. Je suis désolée, je ne comprends pas votre question. Il ne dispose pas d'une figure influente ? Dans la mesure, je voulais dire une personne qui fait le lien en fait entre l'exécutif et les partenaires sociaux, comme ça a pu être le cas sous les quinquennats précédents. Mais en fait, justement, il n'y a pas besoin de lien. Il faut que le dialogue ait lieu directement entre les partenaires sociaux et le président de la République et le gouvernement et en audition avec les parlementaires. Et c'est ce qui a été le cas depuis le début de cette deuxième partie de présidence d'Emmanuel Macron. Il a reçu les syndicats, le gouvernement les a reçus, l'intersyndicale viendra à nouveau d'être reçu, nous les avons reçus nous-mêmes en tant que représentation nationale à l'Assemblée nationale. Et justement, faisons en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'intermédiaires. Ayons des échanges francs et directs. Prisca Thévenot, on part en Ukraine tout de suite avec Raphaël Bardona. La guerre en Ukraine se poursuit depuis maintenant plus d'un an. Elle ne semble pas prête de s'arrêter. Comment faire pour que ce conflit prenne fin ? Est-ce que la France peut en faire plus encore pour aider l'Ukraine ? La France prend sa part, toute sa part dans ce conflit pour soutenir le peuple ukrainien et les aider à défendre leur souveraineté. Nous ne sommes pas co-belligérants, mais effectivement, nous sommes en soutien du peuple ukrainien. Nous avons mis en place un certain nombre de moyens pour venir les renforcer, mais nous avons aussi accueilli sur notre sol des familles ukrainiennes qui fuyaient la guerre. Nous devons continuer à le faire. Et ce que je peux regretter peut-être, c'est que nous ne nous continuons pas à le faire aujourd'hui d'une voix unanime, puisque ça ne vous aura pas échappé, puisque vous regardez l'actualité politique, j'en suis sûre que, ne serait-ce que sur les bancs de l'Assemblée nationale ou sur les bancs du Parlement européen, l'ensemble des mouvements politiques français ne sont pas dans cette démarche-là. On a encore beaucoup de mal à avoir l'unanimité des voix pour dire que nous soutenons le peuple ukrainien dans cette invasion russe. Prisca Thévenot, une question qui vient de nos auditeurs. Hier est sorti le magazine Playboy avec une interview et des photos de la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Céline vous pose la question suivante sur Twitter. Est-ce que vous poseriez pour Playboy, Prisca Thévenot ?
Non, je ne poserai pas pour Playboy. Et donc, et vous soutenez Marlène Schiappa dans sa démarche, ou c'est quelque chose qui vous surprend, qui vous choque, ou finalement c'est tout à fait normal? Non, c'est pas normal, puisque, enfin, c'est pas normal à ce point-là, puisque vous me posez la question, mais est-ce que ça rejoint un combat que Marlène Schiappa a? Parce qu'effectivement, Marlène Schiappa, avant d'être une femme politique, c'est surtout une militante de la défense des droits des femmes, qui a beaucoup travaillé justement pendant la période MeToo en France, qui continue à le faire. Alors oui, par moments, ça peut étonner, ça peut peut-être choquer, je l'entends, mais je pense que faut lire l'interview et pas juste s'attacher aux photos. Et l'interview fait, je crois, 2 pages, 3 pages. Il y a quand même pas mal de choses à lire. Et si vous avez des questions sur l'article en lui-même, je peux aussi y répondre si vous voulez. Eh bien, merci beaucoup Prisca Thévenot, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir joué le jeu de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation dans Face à la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant sur MRG Hits, c'est MRG TV, deuxième salve de Face à la bande, et cette fois c'est du côté de la France Insoumise que nous allons, puisque nous recevons le député du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo. Et il y a un mois, nous étions pendant 9 jours installés au Salon de l'Agriculture. Si vous avez raté les interviews que nous avons réalisées de Brice Hortefeux, Émeric Caron, Geneviève Darrieussecq, Jordan Bardella, ou encore de l'ancien président de la République François Hollande, direction la chaîne YouTube de MRG Média. Et si vous n'avez pas YouTube, vous pouvez aller directement sur notre site radio-mrg.com. Avant de retrouver notre deuxième invité, il sort son prochain album, le 3e déjà, en juin 2023. Et c'est un extrait de celui-ci qu'on écoute, c'est Here de Tom Grennan sur MRG Hits Online. Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. Et c'est en direct sur MRG Hits et MRG TV jusqu'à 21h. 20h27 sur MRG Hits, c'est MRG TV, toujours en direct en radio et en vidéo. En vidéo, ça se passe sur tv-mrg.com, je vais y arriver. 20h l'invité, c'est le rendez-vous politique mensuel de la rédaction de MRG Média. Et chaque mois, nous recevons 2 invités politiques pour leur poser toutes les questions sans langue de bois et sans détour et de manière très simple. Et toutes vos questions à vous, chez vous, vous pouvez les poser avec le hashtag MRG Média. Et justement, confrontons la bande à un nouvel invité. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Carlos Martins Bilongo, vous êtes député La France Insoumise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez grandi dans le 93 et pour vous aider à affronter les chimios de votre mère, vous vous réfugiez dans le sport, le foot, puis la boxe et la musculation. Vous devenez ensuite agent immobilier, mais le sport vous rattrape puisque vous devenez le coach sportif d'Ayana Kamura ou encore du footballeur Mike Maignan. 2022, vous vous lancez en politique. Vous êtes élu député le 19 juin 2022 et en novembre, lors de votre première question dans l'hémicycle, vous êtes victime d'une invective ambiguë de la part du député RN Grégoire de Fournas et jugé raciste. Ce député a écopé d'une exclusion temporaire de l'Assemblée nationale, la sanction la plus lourde. Carlos Martins Bilongo, c'est la première partie de Face à la bande et je vous laisse entre les mains d'Axel Rebaud. Carlos Martins Bilongo, le blocage du pays n'a pas marché, la mobilisation dans la rue, elle est en baisse. Ça sent pas la victoire, pourraient dire certains. Comment est-ce que vous l'expliquez? La mobilisation, pour moi, elle fonctionne. Vous avez des salariés qui sont en grève au conductible depuis des semaines et des semaines. Vous avez un véritable blocage du pays. Après, comment vous chiffrez et comment les salariés les chiffrent, ne vous inquiétez pas, au niveau des bulletins de salaire, ils se rendent compte qu'ils sont en grève. On a une grosse mobilisation, une grosse solidarité par rapport aux caisses de grève. Et malgré le fait que nous avons des... On peut vraiment dire que le pays est à l'arrêt, où il y a vraiment un blocage selon vous, Carlos Martins Bilongo? Le pays n'est pas à l'arrêt, mais vous avez eu des gros points de blocage. On a eu des vols qui ont été supprimés. On a eu 20% des vols sur Orly qui ont été supprimés. C'est quand même quelque chose d'important. On a eu des raffineries qui sont bloquées. Vous avez la raffinerie du Havre et de Donge et celle de Fos-sur-Mer qui sont bloquées. Et après, ensuite, il y a d'autres métiers comme les métiers du ferroviaire où c'est plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire clairement, les RATP, vous avez des primes de présence, de primes de présence continue qui fait que si vous faites un mois mais pourtant, Carlos Martins Bilongo, l'intersyndicale disait le mois dernier qu'il y avait 3 millions de Français dans la rue. L'Intérieur donnait hier 570 000 Français qui manifestaient. Vous pouvez pas nier qu'il y a quand même un ralentissement là dans le mouvement.
Il n'y a pas de ralentissement. C'est qu'il y a une réalité aujourd'hui. Les Français sont en difficulté pour vivre. Aujourd'hui, il y a une inflation. Il y a des Français qui vont travailler, mais dans leur état d'esprit, ils sont en soutien du mouvement. Mais il y a des réalités qui existent aussi. Mais Carlos Martins Bilongo, même s'il y a du soutien, même si 70% des Français continuent d'être contre cette réforme et continuent également de soutenir les manifestants, si 70% des Français soutiennent mais ne vont pas en manifestation, vous comprenez que ça ne va pas changer l'avis du gouvernement. Si. Vous voyez le gouvernement depuis du début de la mobilisation à aujourd'hui, le gouvernement ne cesse de chercher des points de déblocage. La semaine dernière, vous avez Elisabeth Borne qui a reçu l'intersyndicale. Si on se fie à vos propos, si la mobilisation est en train de s'atténuer, plus en plus on va vers la fin, plus en plus Madame Elisabeth Borne ne va jamais accueillir l'intersyndicale. Alors justement, Carlos Martins Bilongo, vous parlez de cette discussion entre les syndicats et Elisabeth Borne à Matignon. Le cœur du débat, encore aujourd'hui, c'est les 64 ans. Les syndicats, le gouvernement, la NUPES elle-même, personne ne veut céder là-dessus. Si personne ne bouge sur cette question des 64 ans, le mouvement, il est finalement voué soit à s'essouffler, soit à se radicaliser. Est-ce que vous désirez aujourd'hui une radicalisation du mouvement ? Le mouvement ne va pas s'essouffler, je vous rassure là-dessus. Vous avez eu l'intersyndicale qui a été reçue. Madame Borne a également demandé aux différents partis politiques de trouver une solution pour débloquer le pays. Vous vous rendez compte, la Première ministre demande à l'intersyndicale et aux différents groupes politiques d'aider à sortir d'une situation compliquée. Donc ça prouve que nous sommes encore dans un point de blocage. Sinon, elle ne demanderait pas à recevoir les partis politiques. Donc sur ce point-là, on est d'équerre. Ensuite, on va attendre le 14, la décision du Conseil constitutionnel. Il y a une manifestation le 13 la veille. Ensuite, si Laurent Fabius et ses amis décident de ne pas définir cette réforme comme inconstitutionnelle, on continuera la mobilisation. Vous savez, ils ont utilisé le PLFRSS. À ce moment-là, il faut des éléments qui sont liés au budget. Vous avez l'index senior. Alors, Carlos Martins Bilongo, on comprend, il y a eu des petites victoires quand même du côté des syndicats et de la NUPES. Pourtant, la NUPES a du mal à se renforcer malgré le mouvement social. Il y a un parti qui se renforce avec cette mobilisation. C'est pas la NUPES, c'est pas la France Insoumise, c'est le Rassemblement National. En cas d'élection présidentielle demain, les sondages mettent Marine Le Pen devant Jean-Luc Mélenchon et devant Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous expliquez que la France Insoumise n'a pas réussi à transformer l'essai ? Pas du tout. Déjà, vous ne m'avez pas laissé aller au bout par rapport au Conseil constitutionnel. Donc, on va attendre de voir si le Conseil constitutionnel valide ou pas cette réforme, parce que les législations aussi du 47.1 et du 49.3 ont bloqué les débats. Ensuite, concernant les sondages, les mêmes sondages qui nous disaient Jean-Luc Mélenchon à 8% en 2021, avant l'élection présidentielle, et pour que le candidat Jean-Luc Mélenchon soit à 22%. Donc moi, je ne me fais pas trop au sondage, et on a eu aussi des élections partielles. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, justement, la France Insoumise a perdu un député. Pour vous, c'est pas un signe qu'il y a un ralentissement et que c'est compliqué pour la LFI actuellement ? Vous êtes un journaliste studieux. Donc, combien il y a eu de partiels ? Toutes les partiels qui ont eu lieu, aucun député RN n'a gagné. Qu'est-ce qu'on fait maintenant des sondages à ce moment-là ? Il y a eu des élections différentes dans différentes régions, différents départements. Carlos Martins Bilongo, merci. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de la 8e circonscription du Val d'Oise. Restez bien avec nous. On vous retrouve dans une poignée de secondes. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV, vous allez retrouver le journaliste politique au point Franz-Olivier Gisbert qui ce soir est notre observateur de l'actu. Nous lui demanderons ce qu'il a retenu du mois de mars. Avant ça, la bande est prête, c'est parti. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Carlos Martins Bilongo, vous allez faire Face à la bande. Elle est composée d'Axel Rebaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardena. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise du Val d'Oise. Et pour ouvrir le bal, la première question est de Raphaël Bardena. Ce n'est pas frustrant que votre parti soit aujourd'hui uniquement représenté par l'ombre de Jean-Luc Mélenchon ? Pas du tout. C'est super intéressant. C'est quelqu'un d'important dans le paysage politique. C'est quelqu'un qui a fait 22% des élections présidentielles. Je préfère être présenté par Jean-Luc Mélenchon et être présenté par un autre candidat ou une autre candidate qui ne fait pas un très gros support présidentiel. Sauf qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a plus de mandat. Il est censé être à la retraite. C'est lui-même qui l'a dit après l'élection.
encore une fois, une contre-vérité, parce que votre vérité n'est pas vraie. Il a dit en retrait, mais pas en retraite. Désolé pour vous. La prochaine question est signée Adrien Hardy. Elle concerne encore Jean-Luc Mélenchon. Le 5 avril, Valeurs Actuelles a sorti... Le 5 avril, Valeurs Actuelles a sorti un nouveau numéro de son magazine où la couverture montrait Jean-Luc Mélenchon, l'extrême gauche, l'extrême menace. C'était le dicton qui était écrit. Sur votre compte Twitter, vous vous êtes indigné. Vous êtes choqué parce que c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que si Emmanuel Macron avait subi quelque chose de similaire, vous auriez dit quelque chose? Il faut dire la suite de mon tweet. C'est quoi? Vous savez que Valeurs Actuelles, le jour où je me suis fait insulter à l'Assemblée nationale, ils ont prétexté que j'étais un islamiste, que j'avais été financé par différents réseaux. J'attends toujours les suites de cette enquête, parce que leur article datait du mois de novembre dernier. Nous sommes maintenant au mois d'avril, bientôt au mois de mai. Et en fait, Valeurs Actuelles est un média d'extrême droite qui, aujourd'hui, ont un procès contre moi. Ou j'ai fait plainte contre eux. Donc, c'est leur habitude d'envoyer des missives comme ça et de venir entacher avec des propos qui sont désobligeants. Voilà. Et peu importe la personne, c'est condamnable, que ce soit Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Marie-Georges Buffet. Si Valeurs Actuelles a des propos désobligeants envers une personne, pour moi c'est contradictoire et ce n'est pas du journalisme. On parle division de la gauche maintenant avec Quentin Leport. Carlos Martins Bilongo, Bernard Cazeneuve était l'invité de France Inter mercredi 5 avril où il a déclaré, je le cite, « On savait que c'était le parti de l'outrance, on sait maintenant que c'est le parti de l'insulte en parlant de la France insoumise. » Comment vous expliquez qu'il y a un tel clivage au sein de la gauche française actuellement? Moi, Bernard Cazeneuve, je ne définis même pas comme un homme de gauche, mais en fait c'est super à la mode aujourd'hui de dire que je suis un homme de gauche, je suis un homme de gauche, je suis un homme de gauche, je suis un homme de gauche. Mais dans les différents scrutins, ces gens-là on ne les voit pas. Au présidentiel dernier, on n'a pas vu M. Cazeneuve. Donc il est bien sympa, mais ces propos-là, il peut se les garder. Vous avez aussi M. Dussopt qui nous dit que c'est une réforme de gauche. Vous avez M. le ministre Olivier Klein aussi qui nous dit ce matin qu'il est un homme de gauche. Aujourd'hui, en fait, on dirait que tout le monde est de gauche dans ce gouvernement. Une réforme de gauche, tout le monde est de gauche, mais bizarrement, tous ceux qui votent et qui sont pour cette réforme, c'est des gens de droite. À un moment donné, il ne faut pas insulter l'intelligence des Français. La question de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est ce que vous voyez tout de suite avec Adrien Hardy. Les désaccords avec le gouvernement s'intensifient de plus en plus. Certains experts politiques prévoient une dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron si la situation ne s'arrange pas. La dissolution de l'Assemblée, c'est la meilleure option pour la France insoumise et la NUPS? C'est surtout pour le gouvernement qui vous pose la question. C'est eux qui sont bloqués. Hein. Mais est-ce que vous en profiterez de cette dissolution? À chaque fois, je vous explique d'abord, à chaque fois, c'est les députés de la majorité doivent trouver des compromis avec différents groupes pour faire passer leur projet de loi. Et pour eux, c'est invivable tout au long du mandat. Donc, soit il faut une dissolution, mais vu que leur taux de popularité n'est pas au beau fixe, ils ont peur de dissoudre. Nous, voilà, je vous dis clairement, aujourd'hui, avec l'intersyndicale, la mobilisation des retraites, s'il y a une dissolution, on va arriver à un schéma comme aux législatives partielles où vous avez des candidats NUPES qui vont gagner, d'autres qui vont perdre. Mais vous avez vu dernièrement, dans l'Ariège, la candidate macroniste a fait uniquement 10% au premier tour. Elle perd 9 points en 6 mois. C'est énorme. Carlos Martins Bilongo, prochaine question avec Axel Rebaud à propos de la Ligue des droits de l'homme. Carlos Martins Bilongo, Gérald Darmanin réfléchit à retirer ses subventions à l'association La Ligue des droits de l'homme qui a récemment pointé du doigt les violences de la part de la police sur les manifestants. Est-ce que ça vous inquiète? Déjà, je ne sais même pas lui qui donne des subventions. Il l'a pas dit comme ça, mais il a fait planer une menace comme s'il y avait une épée de Damoclès en disant qu'ils ont des subventions et aussi il y a quelques communes qui les aident. À un moment donné, voilà, si on menace la LDH, on invective les propos de la BPR quand on parle de la loi Casperian. Voilà, ce gouvernement a vraiment 100 fois une loi et a perdu toute sa tête. Vous avez un Emmanuel Macron qui est en Chine, qui dit tout est son contraire de sa ministre Elisabeth Borne, qui s'exprime juste après lui. Il n'y a plus rien qui va aujourd'hui. Ils attendent le remaniement. Et en attendant le remaniement, ils disent n'importe quoi dans les médias. Carlos Martins Bilongo, prochaine question est une question qui nous vient d'Instagram et qui nous est posée par Fleur. Qu'est-ce que vous pensez quand vous croisez Grégoire de Fournas à l'Assemblée nationale? Je ne pense rien, moi. J'ai pitié pour cette personne. En règle générale, il baisse les yeux ou il tourne le regard. Est-ce que vous avez de la rancœur envers lui? Non, j'ai pas de rancœur.
Est-ce que vous trouvez qu'il a été suffisamment puni pour vous, ou alors je sais que c'est la punition maximale, c'est la peine maximale à l'Assemblée nationale, mais pour vous, est-ce que c'est suffisant? J'ai exprimé plusieurs fois sur le sujet. C'est la peine maximale qui est sur le règlement de l'Assemblée nationale. On ne peut pas faire plus. Dès lors où on est engagé en politique et dès lors où on est député, on doit respecter le règlement. Et vous trouvez que ce règlement il est suffisamment sévère ou alors il est trop laxiste? Non, on ne peut pas dire qu'il est laxiste, mais il faut passer à la 6ème République. C'est nous. Il faut passer à la 6ème République. C'est important de pouvoir éventuellement révoquer les élus, d'avoir des sanctions plus lourdes pour les propos racistes ou désobligeants ou autres par rapport à votre genre ou à votre couleur de peau. Et pour vous, il aurait fallu le révoquer? Non, c'était même par rapport au règlement actuel. Pour moi, quelqu'un qui a des propos comme des propos qu'il a eu, même par dignité, ne peut revenir. Carlos Martins Bilongo, on reste à l'Assemblée nationale et cette fois ça concerne la réintégration d'Adrien Quatennens et on voit ça avec Raphaël Bardena. Le 11 avril, la France Insoumise votera pour la réintégration ou non donc d'Adrien Quatennens dans votre groupe à l'Assemblée nationale. Très rapidement, vous y êtes favorable? Il n'y aura pas de vote le 11 avril. Il n'y a pas de vote. Il y a déjà eu un vote, fonction. Donc vous êtes favorable concrètement? Il y a déjà eu un vote. Le vote a déjà eu lieu au mois de janvier. Oui, non, mais ça je suis d'accord avec vous, mais je vous demande votre avis à vous. Mon avis à moi, c'est qu'à l'issue de sa sanction, la sanction est terminée. Ça a été un vote démocratique au mois de janvier. Et il est amené à revenir parce que la sanction est terminée. Et très 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 rapidement, quelques secondes, donc pour vous, il a tout à fait sa place à l'Assemblée nationale? Dès lors où sa sanction est terminée, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne sais pas, je ne connais pas encore un parti politique, un mouvement, ce que vous voulez, qui a déjà traité la question des violences faites aux femmes, puis on débatte avec les différents députés de leur groupe ou les acteurs politiques de leur mouvement, et ensuite donner une sanction politique. Merci beaucoup Carlos Martins Bilongo. Malheureusement, c'est la fin du temps imparti. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté le principe de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise du Val d'Oise. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV, nous retrouverons l'Observatoire de l'actu avec l'ancien directeur de la rédaction du Nouvel Obs, puis du Figaro, Franz-Olivier Gisbert. Et si vous voulez retrouver tous nos anciens observateurs de l'actu, Jean-Michel Apathy, Bruno Jeudi, Emmanuel Soufi ou encore Yves Tréhard, ça se passe sur la chaîne YouTube de MRG, MRG Média, ou sur notre site internet radio-mrg.com. J'y suis arrivé cette fois-ci. Avant de retrouver Franz-Olivier Gisbert, c'est un titre extrait de son 2e album studio, Diamonds and Dance Floors, sorti en janvier. C'est Ghost de l'américaine Ava Max et c'est tout de suite, bien évidemment, sur MRG Hits. 20h, l'invité, votre rendez-vous politique. Bientôt la fin de 20h l'invité, le rendez-vous politique de MRG. On est là en direct tous les premiers vendredis de chaque mois. Et si vous avez raté le début, vous pouvez retrouver le replay de cette émission en podcast sur le site de MRG et en vidéo sur notre chaîne YouTube très vite. Et direction notre chaîne YouTube pour retrouver l'entretien exclusif que nous a accordé l'ancien président de la République, François Hollande. L'Observatoire de l'actu. Chaque mois, nous recevons un observateur politique qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité et notre invité ce soir est Franz-Olivier Gisbert. Vous avez officié notamment au sein du Nouvel Obs, du Figaro et du magazine Le Point. Merci d'avoir accepté notre invitation. Franz-Olivier Gisbert, quel est le sujet d'actualité politique qui vous a marqué au mois de mars ? C'est évidemment, la chose la plus importante, ça a été évidemment le débat sur la retraite, la bataille politique et la bataille sociale. Bien entendu, c'est un moment très important. Mais cela étant, on avait les yeux focalisés là-dessus en France. Moi, il y a des sujets qui m'ont passionné, que j'ai suivi, et je continue à suivre, bien entendu. C'est le combat des femmes iraniennes, le combat des femmes afghanes, ce qui se passe en ce moment dans l'Artsakh, c'est-à-dire, vous savez, une sorte de petite principauté arménienne en terre azerbaïdjane, avec l'Azerbaïdjan qui bloque et qui empêche, qui essaie de transformer ce petit pays avec 120 000 habitants, qui essaie de le transformer en fait en camp de la mort, comme faisaient les nazis autrefois. C'est-à-dire qu'il y a pas de médicaments qui passent, rien ne passe. Et bon, ils sont obligés de se débrouiller avec ce qu'ils ont. Je parle pas évidemment de la guerre en Ukraine.
d'un événement absolument considérable. Donc j'ai toujours une petite gêne, vous voyez, de dire bon, ce sont des problèmes typiquement franco-français. Ça ça intéresse que la France, c'est parce que je pense pas que ça intéresse énormément à l'étranger. Et puis disons, ça fait de nous un peu une petite province dans la mesure où ces grands sujets que je viens d'évoquer, on peut pas dire qu'ils aient passionné les Français. Il n'y a pas eu de grande manifestation de soutien aux femmes iraniennes. On sait pas trop ce que font tous ces gens d'une certaine extrême gauche là qui aiment agir sur tous les sujets. Alors là, on les a pas entendus, on les entend pas sur l'Arménie, on les entend pas sur l'Afghanistan, vous voyez, on les entend pas non plus sur l'Ukraine. On a l'impression même plutôt que certains soutiennent Poutine. Donc voilà. Alors bon, moi c'est le sujet qui reste évidemment. Ouais, et si je sais que voilà, ce qui intéresse aussi énormément, c'est passionnant les sujets que vous avez abordés, mais en France plus particulièrement, qu'est-ce qui vous a marqué plus particulièrement en France? Peut-être la motion de censure, j'imagine. En France, forcément, ce qui intéresse, c'est les retraites, mais je dirais justement, on se replie de plus en plus sur nous. C'est vrai que le 21e siècle, c'est un peu l'ère de l'individualisme et du nihilisme. Chacun s'occupe de ses problèmes, et la France est très tournée vers elle-même, ça c'est clair, et on peut pas dire qu'elle se passionne pour les drames qui sont partout autour de nous. Et puis alors, l'Ukraine, c'est même un drame qui peut nous toucher demain. Bien sûr, bien sûr. Et quelle est pour vous, François-Olivier Gisbert, la personnalité politique qui a été au top en mars? Si vous ne deviez en regarder qu'une ou en trouver une. On ne sait pas trop comment va se terminer cette histoire des retraites. Bon, une partie des opposants attendent une décision du Conseil constitutionnel, mais enfin c'est vrai qu'on voit pas très bien en droit comment le Conseil constitutionnel pourrait ne pas valider cette loi. Enfin bon, on peut peut-être trouver des astuces, mais enfin bon. Mais dans tous les cas de figure, même si la loi est appliquée dans quelques temps, et c'est plutôt vers ça qu'on semble aller, enfin en tout cas j'ai ce sentiment. Il n'empêche qu'à mon avis le grand vainqueur c'est Laurent Berger, puisqu'il apparaît disons comme l'homme fort. Il est maintenant définitivement sacré l'anti-Macron en France, c'est l'anti-Macron, c'est lui l'anti-Macron. Et vous pensez qu'il a un avenir en politique? Pour l'instant il veut pas, bon, mais bientôt il va quitter la direction de la centrale. Et il va laisser la place à sa succession. Bon, mais je pense que moi, je me dis que, vous savez, l'appétit vient en mangeant et que, de toute façon, il va pas avoir trop de choix. Il va avoir une énorme pression sur lui parce que il y a besoin, effectivement, de quelqu'un qui incarne, disons, en France aujourd'hui, dans l'opposition. Bon, il y a une droite qui est pas en très bon état. Il y a une gauche qui est dans un état encore pire, enfin, qui est quasiment mourante. Et bon, lui, c'est vrai qu'il pourrait faire un leader de la gauche qu'on peut appeler la gauche démocratique ou la gauche républicaine, enfin qui soit pas une gauche dominée par l'extrême gauche comme peut l'être la NUPES, qui est en fait le bras de LFI, de la France Insoumise. Et François-Olivier Gisbert, donc pour vous c'est Laurent Berger qui a été au top en mars, oui, à qui est-ce que vous adresseriez un flop? Qui est-ce qui vous a déçu au mois de mars? Oh, il y a beaucoup de gens, mais je pense que moi, franchement, faut en choisir, il faut se mouiller. En toute objectivité, oui, mais il y a le choix. Il y a évidemment Macron, il y a Borne, etc. Mais je pense que c'est Mélenchon et tous et son équipe, c'est-à-dire que ce soit Mathilde Panot, enfin la liste est très longue. Oui, mais faut en choisir un maintenant. Bah oui, je suis en train de Thomas Porte, enfin, tous ces gens là, Thomas Porte avec son ballon, il a pris la tête de Macron, il met le pied dessus, enfin c'est tout ça, vraiment, c'est la politique, c'est la politique comme on n'aurait pas le droit de la faire, enfin c'est pas une politique, la politique comme on fait dans les démocraties. Alors c'est vrai. Mais vous êtes déçu de la politique actuelle? Bah oui, mais je pense que de toute façon, vous savez, la politique, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme en économie, il y a ce qu'on appelle des cycles de Kondratiev. Là, on est plutôt en bas de cycle. Mais ça remontera, faut pas s'inquiéter. Mais je pense que oui, c'est clair que même si évidemment il y a l'extrême gauche a des alliés partout, vous en avez certainement qui écoutent notre radio, mais ils vont être très choqués par ce que je dis. Mais c'est vrai que LFI n'est pas éligible. On voit très bien, c'est autre chose. Ce sont des révolutionnaires dans un pays qui ne l'est pas. Voilà. Eh bien, merci beaucoup François-Olivier Gisbert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste au Point. Merci d'avoir commenté l'actualité politique pour nous. L'Observatoire de l'actu.
Le 7e numéro de 20h l'invité, c'est déjà fini. Merci à nos invités d'être intervenus sur notre antenne. La porte-parole du groupe Renaissance et député de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, Prisca Thévenot, et le député La France Insoumise de la 8e circonscription du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo. Merci également à Franz-Olivier Gisbert qui était ce soir notre observateur de l'actu, et vous venez de l'entendre. Et un grand merci aussi à vous, la bande, Axel Rebaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardena. Raphaël Bardena, justement, que vous retrouvez dans quelques secondes en compagnie de toute son équipe dans Storytelling. Petit spoiler, c'est la même qu'ici. Le 25 mars, à Sainte-Soline, des milliers de personnes manifestaient contre la construction d'une méga bassine. Adeline, membre du collectif Bassine Non Merci, sera l'invité de Raphaël Bardena ce soir. Et également Bruce Dombolo, ancien footballeur de haut niveau. Il a sombré dans le grand banditisme avant de devenir acteur. Il sera dans l'Open Zone ce soir, l'invité de Raphaël Bardena. Quant à moi, je vous dis au revoir en musique avec Try de Pink. C'est dans quelques instants. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de 20h l'invité, en direct évidemment. Et bien évidemment, vous aurez 2 nouvelles salves de Face à la bande, le retour de vos séquences préférées, le témoin du mois, ça c'est dans Storytelling, je vais y arriver, l'observateur de l'actu, et puis l'agenda politique probablement de Quentin Leport le mois prochain. Merci beaucoup et à dans un mois.